Il existe des affaires que Sherlock Holmes n'a jamais revendiquées, non par modestie, mais parce qu'elles laissaient une trace trop humaine, trop trouble pour être consignées comme des victoires. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans les récits oubliés de Watson. Dans Le Marchand de couleurs, retiré des affaires, Holmes évoque le cas des 2 patriarches coptes, qui devaient atteindre son dénouement le jour même. Mais cette affaire avait commencé 15 jours plus tôt. 2 lettres, 2 émissaires, une même autorité, et une question impossible. Comment 2 documents authentiques pouvaient-ils conduire à 2 vérités contraires? L'affaire que vous allez entendre n'est jamais racontée par Conan Doyle. Elle n'est qu'évoquée, en quelques mots. Notre récit s'intitule « Le cas des 2 patriarches coptes ». Ce fut vers le milieu d'une matinée de juillet 1898 que débuta l'une des affaires les plus singulières auxquelles Sherlock Holmes ait jamais prêté son esprit. Je me trouvais, ce jour-là, dans notre ancien salon de Baker Street, installé près de la fenêtre, un journal des courses ouvert sur les genoux. J'y suivais, avec un intérêt que je ne prétendais pas entièrement scientifique, les performances récentes d'un Alezan dont le nom promettait plus de fortune qu'il n'en avait jamais rapporté à ses admirateurs. Holmes, quant à lui, classait quelques feuillets dans son grand index. Il accomplissait cette tâche avec une précision sèche que certains hommes réservent à la prière et que mon ami, lui, accordait aux faits. La matinée était lourde. Londres, sous une chaleur déjà poussiéreuse, semblait avancer avec moins d'entrain qu'à l'ordinaire. Par la fenêtre entr'ouverte, nous parvenait le roulement des fiacres, le cri lointain d'un marchand ambulant, et cette rumeur confuse que produit une grande ville lorsqu'elle transpire sous son propre poids. Holmes n'avait presque pas parlé depuis le déjeuner. Il avait entre les lèvres une pipe éteinte, qu'il semblait avoir oubliée aussitôt après l'avoir portée à sa bouche, et ses longs doigts passaient d'une fiche à l'autre avec une régularité de métronome. Je venais de me persuader qu'un cheval nommé Silver Magistrate méritait une attention prudente, quand un fiacre s'arrêta net devant notre porte. Ce n'était pas là chose rare à Baker Street. Pourtant, l'arrêt fut si brusque, si parfaitement coupé, que Holmes leva aussitôt l'index, sans même quitter son dossier des yeux. Ah! Il y avait, dans ce seul geste, une injonction si nette que je retins la question qui me venait aux lèvres. Pendant 2 ou 3 secondes, le salon sembla suspendu. Puis, la portière du fiacre claqua. Des pas rapides traversèrent le trottoir. Le heurtoir de la porte extérieure frappa avec une vigueur presque inconvenante. Holmes inclina légèrement la tête, comme si le dernier terme d'une équation venait de se placer. Oui. En bas, la porte s'ouvrit. Holmes et moi tournâmes instinctivement la tête vers celle de notre salon. Il y eut un bref échange de voix d'où nous ne saisîmes que la tonalité. La protestation digne de Miss Hudson, puis la hâte contenue d'un homme trop bien élevé pour forcer le passage, mais trop pressé pour s'en empêcher tout à fait. Les marches craquèrent, une, puis une autre, puis plusieurs, plus rapides. Holmes n'avait pas bougé. Son regard demeurait fixé sur la porte, et je compris qu'il suivait cette montée comme il eût suivi les indices d'une piste. Lorsque les pas s'arrêtèrent enfin sur le palier, je sentis, malgré moi, que l'affaire était déjà entrée dans la pièce avant même que l'homme n'y parût. Miss Hudson frappa, puis entr'ouvrit la porte avec cette raideur particulière qui, chez elle, annonçait qu'un visiteur avait manqué à plusieurs règles domestiques en moins d'une minute. Derrière elle se tenait un jeune homme d'une trentaine d'années, peut-être moins, vêtu avec une correction irréprochable. Sa redingote noire, son col haut, ses gants serrés dans une main,
Tout indiquait l'employé supérieur d'une maison respectable. Mais son visage pâle, son souffle court et la façon dont il tenait une lettre cachetée entre ses doigts révélaient une agitation qu'aucun tailleur de qualité ne pouvait entièrement dissimuler. Monsieur Sherlock Holmes demanda-t-il. Holmes se leva à demi. Je le suis. Le jeune homme s'avança d'un pas, puis parut se souvenir, avec un embarras visible, qu'il venait d'imposer à Miss Hudson une ascension fort peu conforme aux usages paisibles de Baker Street. Je vous prie d'excuser cette incursion, monsieur. Monsieur Harcourt m'a chargé de vous remettre ce pli sans délai. Il m'a ordonné de ne le confier à personne d'autre. Il tendit la lettre. Puis, comme si la formule officielle ne suffisait plus à contenir l'état véritable de son esprit, il ajouta: C'est extrêmement important, monsieur Holmes. Cette phrase, prononcée par un homme qui semblait avoir été élevé à ne jamais exagérer l'importance de quoi que ce fût, produisit sur moi plus d'effet qu'un cri. Holmes prit le pli, en examina rapidement le cachet, puis releva les yeux vers le messager. Celui-ci demeurait debout au milieu du salon, trop bien élevé pour demander une réponse, mais trop inquiet pour songer à se retirer de lui-même. Holmes sembla mesurer en un instant cette hésitation. « Vous avez rempli votre mission, monsieur. Miss Hudson vous fera patienter quelques minutes sur le palier. Je donnerai ma réponse à monsieur Harcourt dès que j'aurai pris connaissance de son message. » Le secrétaire s'inclina aussitôt, avec un soulagement mêlé d'embarras. « Très bien, monsieur Holmes, je vous remercie. » Miss Hudson, qui n'avait visiblement pas pardonné l'assaut livré à son escalier, invita le jeune homme à ressortir d'un geste dont la politesse était irréprochable et la réprobation parfaite. La porte se referma. Ce ne fut qu'alors que Holmes rompit le cachet. Il lut le pli une première fois en silence, puis une seconde plus lentement. Je vis son regard s'arrêter sur une ligne, revenir en arrière, puis glisser jusqu'à la signature. Son expression changea très peu, mais assez pour que je comprisse qu'un problème venait d'accrocher son esprit. Enfin, il me tendit la lettre. « Lisez, Watson, et dites-moi ce que vous entendez là-dedans. » Je pris le papier. L'écriture était nette, contenue, celle d'un homme habitué à commander sans hausser le ton. City and Suburban Bank, direction centrale, Londres, ce 3 juillet 1898. Monsieur Holmes, vous pardonnerez, je l'espère, la liberté que je prends en vous faisant porter ce pli sans annonce préalable. La maison, que j'ai l'honneur de représenter, n'a pas oublié le service considérable que vous lui rendîtes jadis dans l'affaire singulière de Saxe-Cobourg Square, dont les conséquences, sans votre intervention, eussent été désastreuses pour notre établissement. Je me trouve aujourd'hui placé dans une difficulté d'une nature très différente, mais dont les suites pourraient être à leur manière tout aussi graves. Il ne s'agit ni d'un vol, ni d'une menace ordinaire contre nos coffres. Il s'agit d'un dépôt ancien, conservé sous des conditions exceptionnelles, et réclamé depuis hier par 2 personnes également munies de titres que nous ne pouvons rejeter sans examen. Les moyens réguliers de vérification sont pour l'heure empêchés ou retardés par des circonstances extérieures dont je vous exposerai le détail. Je vous demande donc, monsieur, avec toute l'insistance compatible avec ma fonction, de bien vouloir vous présenter à notre direction à 2 heures cet après-midi. Les honoraires et frais qu'exigera cette consultation seront naturellement acquittés selon vos conditions. Je me permets seulement d'ajouter qu'un délai supplémentaire pourrait placer notre maison dans une situation dont je n'ose mesurer les conséquences. Je demeure, monsieur Holmes, votre très obligé serviteur, Edward Harcourt, directeur City and Suburban Bank. Lorsque j'eus achevé ma lecture, je demeurai un instant silencieux. Le ton de cette lettre était d'une correction parfaite, mais cette correction même
rendait plus sensible l'inquiétude qu'elle contenait. Monsieur Harcourt n'y criait pas au secours. Un directeur de banque ne crie jamais au secours, du moins pas par écrit. Mais chaque phrase semblait retenir une supplication par le collet. La City and Suburban Bank, murmurai-je enfin. Le nom n'était pas sans écho dans nos souvenirs. Quelques années auparavant, dans l'affaire que j'ai publiée sous le titre de la Ligue des rouquins, Holmes avait empêché une tentative audacieuse contre l'une de ses succursales. Les malfaiteurs avaient alors creusé vers ces caves avec une patience de taupe et une imagination de financier, association déjà peu rassurante pour la paix publique. Holmes reprit la lettre et la replia avec soin. La dernière fois que cette honorable maison réclama mon concours, Watson, le danger montait de ses caves. Aujourd'hui, si j'en crois M. Harcourt, il semble sortir de ses papiers. Deux personnes également munies de titres qu'ils ne peuvent rejeter, dis-je. Voilà une formule singulière. Singulière, oui, et prudente. Trop prudente, peut-être. Il s'approcha de la cheminée, prit sa pipe, puis sembla se rappeler qu'elle était éteinte depuis longtemps. Il la posa sans l'avoir rallumée. « Vous irez ?» demandai-je. Holmes leva vers moi un regard où brillait déjà cette vivacité particulière qui annonçait l'approche d'une difficulté digne de lui. Une banque, qui a déjà connu l'affaire de Saxe-Cobourg Square, ne fait pas courir son secrétaire jusqu'à Baker Street pour une gêne de guichet. M. Harcourt est un homme qui a épuisé les moyens ordinaires avant d'en appeler à moi. Cela mérite au moins 2 heures de notre après-midi. Et ces deux personnes, nous les verrons. Si la lettre dit vrai, et si elle ne dit pas tout, ce qui est le plus probable encore. Il se leva et ouvrit la porte du salon. Sur le palier, le jeune secrétaire attendait dans une immobilité qui ne trompait personne. Il avait les mains jointes devant lui, son chapeau serré contre sa poitrine, et l'air d'un homme que chaque minute arrachée à son retour rendait plus coupable. Holmes s'avança jusqu'au seuil. « Dites à M. Harcourt que le docteur Watson et moi serons à la City and Suburban Bank à 2 heures précises. » Le soulagement passa sur le visage du jeune homme avec une franchise presque enfantine. « Merci, monsieur, merci. » Il s'inclina, puis se reprit aussitôt, comme honteux d'avoir laissé paraître tant d'émotions. Mais son corps avait déjà choisi pour lui. Il dévala l'escalier avec la même fougue qui l'avait mené jusqu'à nous. Nous entendîmes Miss Hudson protester depuis le bas de la maison. « Monsieur, l'escalier n'est pas une piste de course. » La porte extérieure s'ouvrit, puis se referma. Quelques secondes plus tard, le fiacre repartait dans un bruit de roues rapides. Holmes revint vers le salon. « Voilà, Watson, une maison bancaire qui perd aujourd'hui beaucoup de sa dignité dans les escaliers. C'est toujours instructif. » Il reprit la lettre, l'examina encore une fois, puis son regard s'arrêta sur la formule centrale. Deux personnes également munies de titres. Il la répéta à voix basse, non pour moi, mais pour lui-même. Également munies de titres. Puis, il sourit à peine. « Prenez votre chapeau, Watson. Nous aurons le temps de déjeuner, mais pas celui de mépriser cette affaire. » Holmes avait déjà repris son calme lorsque nous quittâmes Baker Street pour déjeuner. Il n'était pas encore midi et M. Harcourt ne nous attendait qu'à 2 heures. Nous trouvâmes donc refuge dans un petit établissement voisin et mon ami consentit à manger avec cette distraction méthodique qui lui permettait de soutenir son corps tout en laissant son esprit travailler ailleurs. Le repas fut bref, je ne saurais dire ce que nous mangeâmes. Holmes parla peu. La lettre de M. Harcourt demeurait posée près de son verre, pliée en deux, comme un troisième convive silencieux. Son regard y revenait toujours vers la même formule. Deux personnes également munies de titres.
Une phrase prudente, dit-il enfin. Vous l'avez déjà noté. La prudence est souvent une vertu, Watson, mais lorsqu'elle devient le seul moyen de décrire un fait, elle mérite qu'on l'interroge. Il n'en dit pas davantage. Peu après 1 heure et demie, nous montâmes dans un fiacre et prîmes la direction de la City. Le trajet fut presque silencieux. Holmes gardait les yeux à demi clos, non comme un homme qui sommeille, mais comme un esprit qui refuse encore de se laisser distraire par le mouvement du monde. Je repris, malgré moi, la phrase de M. Harcourt. Deux personnes également munies de titres. Vous croyez qu'il a peur de se tromper? Holmes ouvrit les yeux. Un directeur de banque a toujours peur de se tromper. C'est même l'un des rares traits rassurants de cette profession. Non, Watson, ce que craint M. Harcourt est plus grave. Quoi donc? Que les règles dont il dispose ne soient plus capables de lui dire ce qu'est une erreur. Cette réponse donna à l'affaire une couleur plus sombre. Il ne s'agissait plus seulement d'un différend, ni même d'une vérification délicate. Nous allions vers une maison où les procédures ordinaires semblaient avoir cessé de produire de la certitude. Lorsque notre fiacre s'arrêta devant la City and Suburban Bank, Holmes descendit le premier. La dernière fois, le danger venait de sous ses pieds, murmura-t-il. Aujourd'hui, il semble venir de ses papiers. Nous entrâmes. L'intérieur était frais, silencieux, parfaitement ordonné. Des employés passaient derrière les guichets avec cette gravité précise que donne le maniement quotidien de l'argent d'autrui. Rien ne paraissait troublé. Et pourtant, je sentis presque aussitôt l'inquiétude. Dans une maison si disciplinée, elle ne se manifeste pas par le bruit, mais par son absence même. Un caissier leva les yeux trop vite, un commis ralentit en ne s'apercevant. Deux hommes, derrière une cloison vitrée, interrompirent leur conversation avant de reprendre avec une application excessive. Holmes le remarqua. Cette maison ne parle pas de l'affaire, Watson, ce qui prouve qu'elle en parle déjà partout. Le jeune secrétaire, qui s'était présenté le matin à Baker Street, vint à notre rencontre. Entre les murs de sa banque, il avait retrouvé une partie de sa dignité professionnelle. Mais sa pâleur n'avait pas disparu. « Monsieur Holmes, Dr. Watson, Monsieur Harcourt vous attend. » Il nous conduisit à travers le hall, puis le long d'un couloir garni de boiseries sombres. Au bout, une double porte s'ouvrait sur le bureau du directeur. Monsieur Édouard Harcourt se leva dès notre arrivée. C'était un homme d'environ 50 ans, grand, mince, impeccablement vêtu. Sa barbe courte et ses cheveux gris aux tempes lui donnaient une dignité naturelle. Mais son visage portait cette fatigue particulière des hommes qui n'ont pas cédé à la panique parce qu'ils l'ont examiné toute la nuit sous tous les angles. « Monsieur Holmes, Dr. Watson, je vous remercie d'avoir répondu avec une telle promptitude. » Holmes lui serra la main. « Votre lettre n'était pas de celles que l'on remet au lendemain. »« J'ai craint de m'être monté pressant. »« Vous l'avez été, mais avec retenue. C'est souvent le signe que la pression est réelle. » Harcourt eut un sourire bref, presque douloureux, puis nous invita à prendre place. Son bureau était vaste, mais sans ostentation. Une grande table en occupait le centre. On y voyait des registres, 2 télégrammes ouverts, une lampe de cuivre, un encrier massif et un coffret de cuir fermé à clé. Aucun objet étrange, aucune trace visible du mystère. Et pourtant, jamais pièce ne me parut plus occupée par une chose absente. Harcourt suivit mon regard. « Le dépôt dont il est question n'est pas ici, docteur. Il repose dans nos chambres fortes. Je n'ai pas jugé prudent de le faire déplacer. »« Sage précaution, dit Holmes. J'aurais préféré qu'elle suffise. » Le directeur s'assit lentement. Ses doigts se posèrent sur le bord de la table, parfaitement alignés. Il ne s'abandonnait pas à l'inquiétude.
il la contenait par discipline. Avant toute chose, permettez-moi de rappeler que notre maison n'a pas oublié le service que vous lui rendîtes dans l'affaire de Saxe-Cobourg Square. Monsieur Merryweather, qui siège encore à notre conseil, parle rarement de cet épisode, sans reconnaître que votre intervention nous épargna un désastre. Monsieur Merryweather tenait fort bien une lanterne dans une cave, répondit Holmes. Ce n'est pas une qualité si commune. Harcourt parut surpris, puis s'autorisa un sourire. Il disparut presque aussitôt. Cette fois, l'affaire est d'une autre nature. Nous ne sommes menacés ni par un voleur, ni par un tunnel, ni par une réclamation que nos avocats pourraient simplement contester. Si tel avait été le cas, monsieur Holmes, je ne vous aurais pas fait appeler. Il désigna les télégrammes. Nos registres ne suffisent plus, nos usages ne suffisent plus, nos correspondants eux-mêmes ne peuvent pour l'heure nous donner une réponse claire. Holmes croisa les jambes. Alors, commençons par ce qui paraît impossible. C'est souvent le point le plus honnête d'une affaire. Harcourt acquiesça. Depuis quelques années, notre banque conserve un dépôt d'origine copte, placé sous conditions exceptionnelles. Il s'agit d'une cassette scellée, confiée à notre maison dans des circonstances que mon prédécesseur consigna avec une prudence inhabituelle. Son existence est connue d'un très petit nombre de personnes. Elle ne peut être remise que sur présentation d'une autorité régulière issue du patriarcat copte d'Alexandrie. Holmes ne bougea pas. Hier matin, un premier émissaire s'est présenté. Il disait venir au nom du patriarche. Il portait une lettre dont la forme, le sceau et les termes nous ont paru recevables. Elle exigeait la remise du dépôt à son porteur. Et vous ne l'avez pas remis? Non. Ce dépôt n'est pas de ceux que l'on remet à la première apparence, même excellente. J'ai demandé un délai de vérification. L'homme s'en est offensé, mais avec une retenue qui plaidait plutôt en sa faveur. Puis, un second homme est arrivé. Ce matin, avant que nous ayons reçu une réponse exploitable, il s'est également présenté comme émissaire du patriarcat. Lui aussi portait une lettre. Elle différait dans ses termes, mais non dans son autorité apparente. Elle nous pressait de ne remettre l'objet qu'à lui, et laissait entendre que tout autre porteur serait un abus ou une imposture. Holmes joignit les mains. Deux hommes, deux lettres, une même autorité, une même cassette. Voilà, monsieur Holmes. Et Alexandrie ne tranche pas. Harcourt prit l'un des télégrammes. Nous avons tenté de joindre nos correspondants, mais les services liés à l'Égypte et au Soudan sont encombrés, ralentis, parfois contradictoires. Depuis Adbara, les circuits militaires et consulaires absorbent l'attention. La seule réponse reçue confirme qu'un message du patriarcat a pu être envoyé. Elle ne dit ni par qui, ni à qui, ni dans quelles conditions. Elle ne résout rien, elle complique tout. Et les deux hommes connaissent cette difficulté? Ils l'utilisent. Le premier affirme que les troubles rendent la remise urgente, car tout retard exposerait le dépôt à des manœuvres hostiles. Le second affirme que ces mêmes troubles rendent toute remise dangereuse, car ils offrent précisément une couverture à l'imposture. Holmes eut un léger mouvement de tête. Même fait, deux conclusions contraires. Voilà qui devient sérieux. Harcourt respira lentement. Vous comprenez maintenant pourquoi je ne pouvais ni remettre l'objet, ni refuser définitivement de le faire. Si je cède au mauvais homme, notre banque peut être accusée d'avoir facilité une spoliation. Si je retiens l'objet contre l'autorité légitime, nous pouvons être accusés d'abus, d'ingérence, peut-être même d'atteinte à une autorité religieuse étrangère. Il marqua une pause. Et si j'attends trop,
Chacun prétend que le tort sera irréparable. Holmes demeura silencieux quelques secondes. Vous les avez convoqués? À 4 heures, dans ce bureau. J'ai pensé que vous voudriez les voir ensemble. Vous avez bien pensé. Le directeur parut soulagé d'avoir pris au moins une décision que Holmes ne contestait pas. Mon ami se pencha légèrement vers lui. Une dernière question avant les papiers, monsieur Harcourt. Dans votre lettre, vous dites que ces deux personnes sont également munies de titres. Est-ce une formule de politesse ou le résumé exact de votre embarras? Harcourt pâlit légèrement. Le résumé exact, monsieur Holmes. Alors, nous avons devant nous une affaire sérieuse. Il posa la main sur le premier registre. Voyons ces titres. Monsieur Harcourt fit signe à son secrétaire. Celui-ci ouvrit le coffret de cuir posé sur la table et en retira 2 enveloppes protégées par des feuilles de papier fort. Il les déposa devant Holmes avec une précaution presque cérémonieuse. Mon ami ne les toucha pas aussitôt. Il les regarda. Puis il regarda Harcourt. Vous les avez conservées séparément? Depuis leur remise, oui, chacune a été placée sous la garde de mon secrétaire. Aucun employé ne les a manipulées sans témoin. Bien. Holmes prit la première enveloppe. Elle portait quelques lignes d'une écriture régulière, dont les caractères anglais semblaient tracés par une main habituée aux chancelleries plus qu'aux correspondances ordinaires. Le cachet, brisé proprement, laissait voir encore une cire sombre, frappée d'un sceau circulaire. Holmes l'approcha de la lumière, l'inclina, puis sortit sa loupe. Il ne parla pas. Cette absence de commentaire m'inquiéta presque davantage que ses remarques les plus tranchantes. Il examina d'abord la cire, puis le bord du papier, puis l'épaisseur du pli, puis la pression de la plume. Il demanda ensuite le second document et recommença la même opération avec une minutie presque irritante. Enfin, il posa les 2 lettres côte à côte. Même cire, dit-il. Harcourt se pencha malgré lui. Vous en êtes certain? Même qualité, même mélange, même cassure sous le cachet. La cire a été chauffée différemment, mais elle provient du même pain ou du même lot. Il passa l'ongle sur le bord des 2 feuilles. Même papier, même grain, même trame. Voyez ces fibres courtes, irrégulières, et cette légère résistance lorsque le feuillet se courbe. Ce n'est pas un papier anglais courant. Il approcha les lettres de la lampe. Même encre ou une encre préparée selon la même formule. La brillance s'est éteinte de façon identique. Même profondeur dans les pleins, même sécheresse dans les déliés. Il s'interrompit, puis désigna les lignes d'ouverture. Et, plus intéressant encore, la même main. Le directeur eut un léger mouvement. La même main? Oui, les variations de ton ne doivent pas nous tromper. Ici, la phrase est plus solennelle, là, plus pressante. Mais regardez le retour du D, la coupe du T, cette petite hésitation avec les capitales, et la manière dont le scribe espace les mots lorsqu'il arrive en fin de ligne. C'est le même homme, ou un imitateur d'une habileté qui confinerait au miracle. Harcourt resta silencieux. Je vis dans ses yeux que cette constatation, loin de le soulager, venait de refermer une issue. Holmes posa la loupe. Ainsi, monsieur Harcourt, nous devons choisir entre 2 hypothèses. Soit nous avons sous les yeux 2 faux élaborés avec la même cire, le même papier, la même encre, la même main, le même sceau et une connaissance intime des formules patriarcales. Soit nous avons 2 documents authentiques issus du même secrétariat. Et laquelle vous paraît la plus vraisemblable? Demanda Harcourt. Holmes prit une seconde avant de répondre.
La seconde, pour l'instant. Le directeur ferma les yeux. Alors notre difficulté demeure entière. Non, répondit Holmes, elle devient plus pure, c'est très différent. Il déplia alors la première lettre. Je ne pus en lire que quelques fragments depuis ma place. Monsieur le directeur de l'établissement de Londres, cassette confiée sous notre sceau, remise au porteur accrédité, instruction antérieure. Les mots avaient cette solennité prudente des documents conçus moins pour éclairer que pour ne pas trop révéler. L'administration, lorsqu'elle craint de nommer les choses, parvient parfois à leur donner plus de mystère qu'elle n'en mérite. Holmes passa à la seconde lettre. Elle était d'un style plus bref, plus pressant, mais non moins régulier. Elle invoquait la même autorité, le même dépôt, la même nécessité d'une remise au porteur. Les termes variaient, mais leur effet pratique semblait identique. Enfin, Holmes posa les deux lettres côte à côte. Le premier document demande la remise de la cassette à son porteur, dit-il. Oui. Le second également. Oui. Mais chacun laisse entendre que l'autre porteur serait illégitime. C'est exactement notre difficulté. Holmes resta un instant penché sur les deux lettres. Il ne les lisait plus comme un homme qui cherche une faute, il semblait plutôt écouter la place que chaque mot occupait dans l'ensemble, comme un musicien attentif à une dissonance trop discrète pour être entendu par une oreille ordinaire. Puis, il prit une feuille blanche et nota quelques mots. Il demanda les enveloppes d'origine, les registres du dépôt, les télégrammes reçus et toute pièce ancienne relative à la convention initiale. Pendant près d'une heure, nous vîmes son esprit travailler sans éclat. Il compara les dates, il étudia les plis, il observa la cire, il posa presque le papier entre ses doigts. Il suivit du regard les lignes des registres, s'arrêta sur les mentions marginales, revint aux lettres, retourna au télégramme, puis demeura un moment immobile devant la formulation du dépôt. Harcourt, assis en face de lui, attendait sans l'interrompre. Je compris alors pourquoi cet homme avait fait appeler Holmes. Ce n'était pas qu'il manquât d'intelligence, c'était qu'il en avait assez pour sentir que son intelligence ordinaire ne suffisait plus. Enfin, Holmes referma le registre. Votre banque a traité ce dépôt comme une exception depuis son arrivée dans vos coffres. Elle l'était, je n'en doute pas, mais une exception à ceci de dangereux, monsieur Harcourt, elle finit par vivre en dehors des règles qui protègent les choses ordinaires. Le directeur ne répondit pas. Holmes poursuivit. Pour un dépôt banal, vous auriez exigé un numéro exact, une désignation complète, une correspondance nominative, et nul homme vêtu avec dignité n'aurait pu vous arracher autre chose qu'un refus poli. C'est vrai. Ici, parce que l'objet est grave, ancien, scellé, et entouré d'une prudence presque diplomatique, chacun parle autour de lui au lieu de le nommer. Harcourt fronça légèrement les sourcils. Vous voulez dire que nos précautions nous desservent? Je dis seulement qu'elles rendent votre position vulnérable. Nous verrons tout à l'heure si quelqu'un l'a compris avant nous. Il reprit les deux lettres et les replaça dans leurs enveloppes. Pour l'heure, monsieur Harcourt, je ne puis rejeter aucun des deux documents. Le directeur pâlit. Aucun? Aucun, sur la seule base de ce que j'ai vu. Les sceaux ne me donnent pas un faux évident. Les papiers ne se trahissent pas. La main paraît commune aux deux textes. Les formules sont plausibles. Quant aux télégrammes, ils ont le mérite particulier de confirmer votre inquiétude sans éclairer votre jugement. Alors, nous n'avons pas avancé. Holmes leva les yeux vers lui. Au contraire, nous savons maintenant que la difficulté ne cédera pas sous un simple examen matériel. C'est déjà beaucoup. Les mauvaises affaires deviennent dangereuses lorsque l'on continue d'utiliser un outil après avoir constaté qu'il ne coupe pas.
Il tira sa montre. Il était un peu plus de 3h30. Les deux hommes seront-ils ponctuels? Ils l'ont exigé. Voilà qui est aimable. Rien n'aide mieux un observateur qu'un homme pressé de convaincre. Harcourt se tourna vers son secrétaire. Monsieur Ellis, faites préparer le petit salon d'attente. Les deux messieurs seront introduits séparément, mais réunis ici à 4h, comme convenu. Personne d'autre ne doit entrer sans mon ordre. Le secrétaire s'inclina et sortit. Pendant quelques minutes, le bureau retomba dans un silence lourd. La City continuait de vivre derrière les vitres. On entendait faiblement les fiacres, les voix étouffées, les pas dans le hall. Tout semblait suivre son cours ordinaire. Et pourtant, dans cette pièce, 2 lettres parfaitement correctes avaient suffi à suspendre la volonté d'une banque entière. Holmes resta debout près de la table. Il ne regardait plus les papiers, il regardait la porte. Watson, murmura-t-il, assez bas pour que seul je l'entendisse. Nous allons maintenant examiner non plus les lettres, mais les hommes qui les portent. Prenez garde à une chose. Dans ce genre d'affaires, l'imposteur le plus dangereux n'est pas toujours celui qui ment le plus. C'est parfois celui qui sait faire travailler la vérité pour lui. Je n'eus pas le temps de répondre. L'horloge posée sur la cheminée sonna 4 coups. Presque aussitôt, on frappa à la porte. Monsieur Harcourt se redressa, comme un homme qui entendait venir non 2 visiteurs, mais les 2 mâchoires d'un même étau. Faites entrer, dit-il. Le secrétaire ouvrit, et les 2 émissaires du patriarcat copte entrèrent ensemble dans le bureau de la City and Suburban Bank. Je fus d'abord frappé par le contraste de leurs attitudes. Le premier avait la correction froide d'un homme habitué aux antichambres officielles. Sa mise était sombre, nette, parfaitement tenue. Il salua M. Harcourt avec une gravité mesurée, puis s'inclina devant Holmes et moi, comme s'il eût déjà prévu l'ordre exact dans lequel chacun de nous devait recevoir son hommage. Le second paraissait moins compassé. Non qu'il fût négligé, mais il portait sur lui cette fatigue que les hommes pressés ne parviennent jamais à dissimuler tout à fait. Il tenait son chapeau à 2 mains, et son regard allait de M. Harcourt à son adversaire avec une intensité presque douloureuse. Je ne vis alors rien de plus. Holmes, naturellement, avait déjà vu davantage. M. Harcourt fit les présentations d'une voix dont la neutralité trahissait l'effort. Monsieur Holmes, voici Monsieur Nader Boutros, qui s'est présenté hier matin au nom du patriarcat d'Alexandrie. Et voici Monsieur Youssef Hanna, arrivé ce matin avec une revendication contraire. Les 2 hommes s'inclinèrent de nouveau. Boutros prit la parole le premier. Monsieur Harcourt connaît ma position. Je suis porteur d'une instruction régulière. Le dépôt doit être remis sans délai. Tout retard affaiblit l'autorité dont je dépends, à l'heure même où cette autorité se trouve exposée à des troubles dont vous connaissez la gravité. Anna se tourna vers lui avec vivacité. Vous utilisez ces troubles, vous savez que les réponses d'Alexandrie seront retardées, vous savez que la banque hésitera. Vous venez prendre par l'urgence ce que vous ne pourriez obtenir par la clarté. Et vous, répondit Boutros avec une froideur égale, vous venez retenir ce qui doit partir sous prétexte de le protéger. Harcourt leva une main lasse. Messieurs, je vous prie, Monsieur Holmes doit entendre les faits. Ils les exposèrent, ou plutôt, ils les opposèrent. Boutros parlait d'un ton posé, avec un anglais presque trop exact. Selon lui, la cassette devait être remise immédiatement, car son maintien à Londres serait interprété à Alexandrie comme une défaillance de l'autorité patriarcale. Il affirmait que les troubles liés à la situation égyptienne et soudanaise rendaient indispensable une action rapide. Si la banque retenait le dépôt,
Elle ne suspendait pas seulement une remise, elle paralysait une autorité religieuse au moment précis où celle-ci devait prouver qu'elle demeurait intacte. Anna ne niait pas l'urgence, il l'inversait. Selon lui, c'était justement parce que la situation était confuse que la banque devait s'interdire toute remise précipitée. Donner la cassette au mauvais porteur, dans une heure de trouble, ce serait fournir aux adversaires du patriarcat l'objet même dont ils avaient besoin pour ébranler son autorité. Il ne demandait pas à M. Harcourt d'attendre par confort, mais de refuser d'être l'instrument d'une manœuvre. Ainsi, les deux hommes invoquaient la même crise, et chacun en tirait une conclusion contraire. Je vis le visage de M. Harcourt se fermer davantage à mesure qu'il parlait. Il avait espéré, je crois, que la confrontation ferait apparaître une faiblesse, une contradiction, quelques excès de langage, qui pût l'aider à décider. Elle ne fit que rendre son embarras plus précis, car le point terrible apparut bientôt. Pour l'un comme pour l'autre, attendre n'était pas neutre. C'était déjà choisir. Boutros faisait de l'attente une faute contre le patriarcat. Anna faisait de la remise une faute contre ce même patriarcat. Et dans les deux cas, la responsabilité de la banque se trouvait placée au centre du désastre possible. Durant les premières minutes, Holmes sembla écouter avec la plus grande attention. Puis je vis son regard changer. Il ne se détourna pas des deux hommes, il se détourna de leurs paroles. Non qu'elles lui parussent inutiles, mais parce qu'elles avaient déjà donné tout ce qu'elles pouvaient donner. Les mêmes mots revenaient diversement habillés: autorité, dépôt, imposture, urgence, responsabilité. Chaque homme les employait contre l'autre avec une conviction égale. Holmes les laissa parler encore. Puis, lorsque leur querelle commença à revenir sur elle-même comme une roue dans l'ornière, il leva légèrement la main. Le silence se fit aussitôt. La chose était irritante, mais vraie. Mon ami obtenait parfois d'un simple geste ce que des hommes très honorables n'obtiennent pas avec 5 règlements et un marteau de président. L'humanité était injuste, mais elle aime les silhouettes maigres qui savent se taire au bon moment. Messieurs, dit Holmes, vos documents ont été examinés, vos arguments aussi. Permettez que nous examinions maintenant ce que vous n'avez pas songé à présenter. Boutros inclina la tête. Que voulez-vous dire, monsieur Holmes? Vous d'abord, monsieur Boutros. Vous avez appris l'anglais auprès de missionnaires britanniques, non en Angleterre. Votre vocabulaire est excellent, mais vos voyelles n'ont jamais respiré longtemps le brouillard de Londres. Alexandrie, je suppose. Un imperceptible arrêt passa dans l'attitude de l'homme. C'est exact. Vous avez aussi servi auprès d'une administration ou d'un secrétariat. Vos manchettes portent la trace d'un usage régulier de l'encre, mais vos doigts en gardent fort peu. Vous signez plus souvent que vous n'écrivez. Vous annotez, vous faites rédiger, vous transmettez. Boutros répondit sans trouble visible. J'ai travaillé auprès de correspondances ecclésiastiques. Cela n'a rien d'étrange pour un homme chargé d'une mission comme la mienne. Rien d'étrange, dit Holmes, seulement utile à savoir. Il se pencha un peu. Votre tabac n'est pas anglais. Il n'est pas non plus celui d'un homme d'église pauvre. Il a cette sécheresse parfumée que l'on trouve dans certains cercles cosmopolites d'Alexandrie, où l'on parle plusieurs langues et où les papiers voyagent plus vite que les consciences. Est-ce une accusation? Pas encore. Le mot tomba avec une précision qui fit relever les yeux de Harcourt. Boutros demeura parfaitement poli. Holmes se tourna alors vers Anna. Quant à vous, monsieur, votre anglais est moins pur, mais plus vivant. Vous formez d'abord vos phrases ailleurs, puis vous cherchez le mot anglais qui pourrait la porter. Cela vous rend moins agréable à entendre pour une banque anglaise. Anna rougit légèrement. Je ne suis pas venu pour être agréable. Non, vous êtes venu pour empêcher.
C'est une occupation qui donne rarement de bonnes manières. Le second émissaire serra les lèvres, mais ne répondit pas. Holmes poursuivit. Vous avez quitté votre logement dans la hâte. Votre col a été remis de travers. Votre manche droite porte la marque d'une sangle de valise. Vous n'avez pas pris le temps de redevenir présentable avant de venir ici. Il n'y avait pas le temps. C'est précisément ce que vous dites depuis votre arrivée. Vos vêtements, au moins, ne vous contredisent pas. Un frisson d'inconfort parcourut la pièce. Holmes désigna ensuite la manche de Anna. Cette petite trace de cire claire n'est pas celle d'un cachet. Elle vient d'une bougie. Vous avez assisté à un office ou vous êtes demeuré près d'un hôtel dans les dernières 24 heures. Anna baissa les yeux. J'ai prié avant de venir. Voilà une réponse qui vaut ce qu'elle vaut, dit Holmes. Elle explique la cire, elle n'explique pas la cassette. Il regarda tour à tour les deux hommes. Monsieur Boutros s'est préparé. Monsieur Anna est pressé. Le premier connaît mieux les usages par lesquels on persuade une institution anglaise. Le second les heurte davantage. L'un parle comme un homme qui a prévu les objections, l'autre comme un homme qui les subit. Il marqua une pause. Rien de tout cela ne tranche l'affaire. Boutros eut un léger mouvement de tête. Alors, pourquoi nous soumettre à cet examen? Parce que les hommes mentent rarement d'un seul bloc, il est toujours utile de savoir quelle partie d'eux-mêmes a le moins répété. Anna se tourna vers Harcourt. Pendant que nous observons des cols et du tabac, monsieur, l'autorité du patriarcat demeure menacée. Et pendant que monsieur invoque cette menace, répondit Boutros, le dépôt que je suis venu reprendre demeure illégalement retenu. Harcourt pâlit. Holmes resta calme. Messieurs, vous venez de confirmer ce que je désirais savoir. Le délai est l'arme commune de vos deux arguments. Chacun de vous prétend que l'attente produira le désastre que l'autre annonce. Il se tourna vers le directeur. Voilà pourquoi vous ne pouviez pas simplement attendre un télégramme plus clair, monsieur Harcourt. On vous demande non seulement de juger, mais de juger avant que les moyens ordinaires de jugement vous soient rendus. Le directeur inclina lentement la tête. C'est exactement cela. Faites reconduire ces messieurs séparément, dit Holmes. Qu'ils demeurent joignables à Londres, aucun engagement ne sera pris avant nouvelle instruction. Boutros se raidit. Je dois protester. Faites-le, répondit Holmes. Les protestations écrites ont souvent le mérite de se relire mieux que les colères prononcées. Anna voulut parler à son tour, puis se tut. Monsieur Ellis les reconduisit. Lorsque la porte se fut refermée, Holmes demeura quelques secondes silencieux. Puis, il se tourna vers moi. Watson, résumez-moi leur querelle. Vous ne l'avez donc pas suivie? Assez pour savoir qu'elle ne nous apprendrait rien de plus. Vous avez gardé les mots, j'ai gardé les hommes. Je rassemblai mes souvenirs. Boutros affirme que retenir la cassette, dans la situation présente, revient à empêcher le patriarcat d'agir et à affaiblir son autorité. Anna soutient que la remettre maintenant aux mauvais porteurs donnerait aux adversaires du patriarcat le moyen de l'ébranler. Tous deux invoquent la même crise. Tous deux font du délai une faute. Excellent. Même peur, deux usages contraires. Et vous, qu'avez-vous vu? Le premier homme est plus convaincant. C'est rarement un argument en sa faveur. Le second est plus maladroit. Ça n'est pas davantage une preuve d'innocence. Harcourt se passa une main sur le front. Vous les croyez sincères? Oui. Le directeur sembla plus accablé que soulagé. Tous les deux? J'ai dit sincère, monsieur Harcourt. Non nécessairement honnête. Un homme peut servir une erreur
avec toute la conviction d'un apôtre, surtout lorsqu'il n'en possède qu'une moitié. Holmes tira sa montre. Il était près de 5 heures. Il nous manque une voie extérieure. Pas Alexandrie, les messages ont aujourd'hui la lucidité d'un brouillard sur la Tamise. Il nous faut une autorité copte de Londres. Je puis faire demander un rendez-vous, dit Harcourt. Non, nous irons sans nous annoncer. L'urgence que ces messieurs invoquent nous servira au moins à cela. Une visite prévue donne aux réponses le temps de s'habiller. Je les préfère encore en chemise. Il désigna les 2 enveloppes demeurées sur la table. Je vous demanderai seulement de me confier ces lettres jusqu'à notre retour. Je veux les soumettre à un regard familier de ce genre de pièces. Le papier, la cire, le sceau, les formules, la main peut-être même, ou du moins les habitudes d'un secrétariat patriarcal. Un banquier peut juger la régularité d'un titre, un homme d'église saura peut-être reconnaître la respiration d'une chancellerie. Harcourt hésita. Elles engagent notre responsabilité, monsieur Holmes. Précisément. Elles vous engagent trop pour que nous nous contentions de notre propre examen. Je ne vous demande pas de les soustraire à votre garde, mais de m'autoriser à les porter, ce soir même, devant un homme qui a plus de chances que nous d'en connaître la famille. Le directeur resta immobile quelques secondes, puis fit un signe à M. Ellis. Préparez-les pour M. Holmes. Je regardai Holmes. Ce soir? Vers 7 heures, après les obligations du soir, mais avant que la prudence nocturne ait fermé toutes les portes. Il se tourna vers Harcourt. D'ici là, monsieur, gardez le dépôt au coffre. Ne remettez rien, ne refusez rien définitivement. Et ne croyez pas que l'attente vous protège. Dans cette affaire, elle est seulement la forme la moins visible du danger. Holmes ne quitta pas la banque aussitôt. Il attendit que M. Ellis eût placé les 2 lettres dans une chemise de cuir. Puis il les glissa dans la poche intérieure de son manteau, avec plus de soin qu'il n'en montrait parfois pour les objets les plus précieux. Vous les aurez de retour ce soir, dit-il à Harcourt. Le directeur inclina la tête. Je compte sur vous, monsieur Holmes. Comptez plutôt sur la prudence, monsieur. Elle est moins brillante, mais elle nous enterrera tous. Nous quittâmes la City and Suburban Bank peu après 5 heures. Le jour commençait déjà à perdre de son éclat. Londres avait pris cette teinte grise et jaune des fins d'après-midi, où la poussière, la fumée et le soleil semblent conclure entre eux un accord peu favorable aux poumons humains. Holmes marchait vite, sa canne sous le bras. Je dus allonger le pas pour rester à sa hauteur. Où allons-nous? Demandai-je. Dans un lieu où l'on saura peut-être juger ces papiers sans les craindre. Une église copte? Pas exactement. La communauté copte de Londres n'est pas nombreuse, Watson. Et elle ne possède pas ici les formes visibles que l'Angleterre aime tant reconnaître avant de croire à l'existence d'une chose. Mais il y a des marchands, des familles, des clercs de passage, et des hommes que l'on consulte lorsqu'un papier venu d'Alexandrie doit être compris. Vous connaissez l'un de ces hommes? Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est souvent ainsi que les vérités modestes circulent, loin des chancelleries. Nous prîmes un fiacre jusqu'aux environs de Holborn. Nous gagnâmes à pied une rue étroite où les 2 voitures anglaises alternaient avec quelques enseignes étrangères. Dans une cour en retrait, derrière un bâtiment de briques dont rien n'annonçait la fonction, se trouvait une petite salle de prière orientale, prêtée, semble-t-il, à plusieurs communautés venues d'Égypte et du Levant. Une lampe brûlait encore derrière une des vitres dépolies. Holmes frappa. Il fallut insister. Enfin, un homme âgé entr'ouvrit la porte. Il portait une soutane noire usée aux manches, et son visage maigre, encadré d'une barbe grise,
avait cette gravité fatiguée des hommes qui ont plus souvent consolé qu'ordonné. Nous demandons pardon de nous présenter ainsi, dit Holmes, en retirant son chapeau. Je sais l'heure peu convenable, mais nous venons au sujet d'une affaire qui touche, ou prétend toucher, au patriarcat d'Alexandrie. L'homme nous observa l'un après l'autre. Vous êtes de la police? Non. Sherlock Holmes, voici le docteur Watson. Le nom ne produisit pas l'effet que j'avais vu tant de fois en Angleterre. Il ne provoqua ni surprise théâtrale, ni empressement. Le vieil homme se contenta de plisser les yeux, comme s'il classait ce renseignement parmi d'autres choses possibles. Que voulez-vous? Holmes baissa légèrement la voix. Un avis. Non, une décision. 2 lettres nous ont été présentées aujourd'hui. On les dit venues du même monde que le vôtre. Je voudrais savoir si l'une d'elles vous parle. Le prêtre hésita. Je ne suis pas juge. C'est précisément pourquoi je suis venu. Cette réponse sembla lui plaire malgré lui. Il ouvrit davantage. Entrez, mais je ne vous promets rien. La pièce où il nous conduisit était simple. Une table, quelques chaises, des icônes sombres, une odeur mêlée de cire, de bois ancien et d'encens froid. Rien n'y rappelait les salons de la banque. Les papiers de Harcourt, sortis de cette atmosphère de coffres et de registres, parurent soudain appartenir à un autre monde. Le prêtre alluma une seconde lampe. Je m'appelle Père Marcus, dit-il. Montrez-moi. Holmes posa les 2 lettres devant lui. Je vous demande seulement ceci. Laissez parler votre expérience. Le papier, la cire, le sceau, les formules, la main si vous pouvez. L'une de ces pièces vous paraît-elle étrangère à l'usage d'un secrétariat patriarcal? Le père Marcus ne répondit pas. Il prit la première lettre avec une lenteur presque respectueuse. Il examina d'abord le cachet, puis la cassure de la cire. Il porta le papier près de la lampe, puis l'en éloigna. Il lut les premières lignes sans bouger les lèvres. Ensuite, il prit la seconde. Même examen, même silence. Je vis Holmes l'observer avec une attention extrême, mais sans intervenir. Il ne cherchait pas à guider sa réponse, il attendait seulement que l'homme allât jusqu'au bout de sa propre compétence. Le père Marcus posa les 2 lettres devant lui. Puis, chose étrange, il ferma les yeux. Il prit le premier feuillet entre ses doigts et le plia très légèrement. Le papier rendit un bruit sec, presque imperceptible. Il fit de même avec le second. Puis, il les compara encore, non plus du regard, mais par cette connaissance tactile que donnent les années passées parmi les mêmes objets. Enfin, il rouvrit les yeux. Je suis désolé, dit-il. Holmes ne bougea pas. Désolé de quoi? De ne pouvoir vous aider comme vous l'espériez. Il désigna les 2 lettres. Celle-ci ne me parle pas comme info. Celle-là non plus. La cire, le sceau, les formules, le respect des tournures, tout cela appartient au monde d'où elles prétendent venir. Je ne dis pas que Dieu lui-même les a dictées, monsieur Holmes. Je dis seulement que, de mon expérience, aucune des 2 ne porte cette petite fausseté qui fait se lever la main avant même que l'esprit ait trouvé la raison. Holmes hocha lentement la tête. Vous les croiriez donc authentiques? Je ne vois rien qui me permette d'en déclarer une fausse. La nuance était mince. Elle n'en était que plus importante. Le père Marcus replia les lettres avec soin. Si ces papiers doivent conduire à une remise, faites le bon choix au moment venu. Une faute commise avec respect demeure une faute. Holmes reprit les lettres. Vous nous avez aidés plus que vous ne le pensez. Alors, je prierai pour que cela suffise. Nous le quittâmes quelques minutes plus tard. Dans le fiacre qui nous ramenait vers la City, Holmes demeura silencieux.
Ce n'était pas le silence d'un homme déçu, c'était plutôt celui d'un esprit qui vient de voir une porte se fermer et qui se demande pourquoi elle avait paru si nécessaire. Nous repassâmes par la City and Suburban Bank avant la fermeture complète des bureaux. Monsieur Harcourt nous reçut avec une inquiétude qu'il ne cherchait plus tout à fait à dissimuler. Holmes lui rendit les 2 lettres. Père Marcus ne peut en rejeter aucune. Le directeur ferma brièvement les yeux. Alors, nous sommes revenus au même point. Pas exactement. Nous savons maintenant que l'impasse ne vient pas d'un faux grossier, ni d'une maladresse de chancellerie, ni d'une erreur visible dans les sceaux. C'est une information désagréable, mais les meilleurs le sont souvent. Que dois-je faire? Rien cette nuit. Gardez le dépôt au coffre, gardez les 2 hommes à portée de votre secrétaire, et ne donnez aucune réponse définitive avant demain matin. Vous me donnerez alors votre avis? Holmes remit ses gants. Je vous le donnerai dans la matinée. Harcourt parut vouloir insister, mais la fatigue eut raison de lui. Nous sortîmes de la banque, tandis que les derniers employés abaissaient les lampes et refermaient les registres. Holmes leva les yeux vers le ciel assombri de Londres. Eh bien, Watson, nous avons 2 lettres qui ne veulent pas être fausses, 2 hommes qui ne veulent pas être ridicules, et un coffre qui, pour l'instant, a plus de bon sens que tout le monde puisqu'il refuse de s'ouvrir. C'est donc une impasse? Non, répondit-il. Une impasse est un mur. Ceci ressemble davantage à une porte, que nous regardons du mauvais côté. Nous regagnâmes Baker Street dans un silence presque complet. Holmes ne parla guère durant le trajet. Je connaissais ces moments où son esprit quittait la route visible pour suivre quelques pistes intérieures dont lui seul apercevait encore les bornes. Nous dînâmes tard. Ce ne fut qu'une fois les assiettes retirées et la lampe baissée que mon ami parut revenir pleinement à la pièce. Il s'assit dans son fauteuil, bourra sa pipe, puis me fit signe de verser 2 verres de brandy. Je pris place en face de lui. Pendant quelques minutes, il ne dit rien. La fumée monta en spirale bleuâtre. Watson, dit-il enfin, reformulez-moi l'affaire. Vous voulez que je la reformule? Non comme un banquier, non comme un théologien, comme un homme qui n'a pas passé sa journée à étouffer sous des papiers. Je réfléchis. 2 hommes se présentent avec 2 lettres apparemment authentiques du patriarcat. Chacun prétend que sa lettre l'autorise à réclamer la cassette, chacun soutient que l'autre est dangereux, et l'autorité consultée, ce soir, ne peut rejeter aucun document. Holmes tira lentement sur sa pipe. Répétez la phrase centrale. 2 hommes se présentent avec 2 lettres du patriarcat. Non, après. Chacun prétend que sa lettre l'autorise à réclamer la cassette. Il leva légèrement l'index. Voilà. Prétend. Je demeurai silencieux. Depuis ce matin, Watson, nous avons posé une seule question. Laquelle de ces 2 lettres est fausse? Et aucune ne semble l'être. Justement. Alors peut-être la question est-elle mauvaise? Je sentis la pensée approcher sans encore la saisir. Vous croyez qu'elles sont vraies toutes les 2? Je crois qu'elles peuvent l'être. Le papier, la cire, la main, le sceau, les formules, puis l'avis du père Marcus, tout nous ramène à cette possibilité. Nous avons vérifié d'où venaient les lettres, Watson. Il marqua une pause. Pas où elles allaient. Je répétai malgré moi. Où elles allaient? Une lettre peut être authentique, et pourtant devenir fausse lorsqu'on la place devant le mauvais homme, dans la mauvaise pièce, devant le mauvais coffre. Il se leva, fit quelques pas, puis revint vers la cheminée. Monsieur le directeur de l'établissement de Londres, voilà une formule superbe. Elle a toute l'allure d'une adresse. Et pourtant,
Elle n'en est presque pas une. Quel établissement? Une banque? Une école? Une fondation? Une maison commerciale? Mais elle parle d'une cassette. D'une cassette, pas nécessairement de cette cassette. Le mot désigne une nature d'objet, non son identité. Monsieur Harcourt possède une cassette copte dans son coffre. Un homme se présente avec une lettre parlant d'une cassette confiée à un établissement de Londres. La banque complète l'espace vide entre les deux. Il reprit son verre. La lettre était faible, la scène la rendait forte. Je regardai Holmes troublé. Alors, le père Marcus n'a pas été trompé. Non, il a répondu à la question posée. Ces lettres sont-elles fausses? Il ne pouvait en déclarer aucune fausse. Nous avons ensuite transformé son doute honnête en validation complète. Et demain? Holmes vida lentement sa pipe. Demain, nous rendrons à M. Harcourt ce que cette affaire lui a ôté. Quoi donc? Sa procédure? Il n'ajouta rien. Je montai me coucher avec le sentiment désagréable que l'affaire avait cessé d'être obscure, sans être encore devenue compréhensible. Le lendemain matin, nous étions à peine installés au petit déjeuner qu'un coup précipité retentit à la porte. Miss Hudson fit monter un jeune coursier. Il portait un billet frappé du sceau de la City and Suburban Bank. Holmes l'ouvrit. Son visage ne changea pas. Monsieur Harcourt nous prie de venir sans délai. Monsieur Ellis est allé chercher Monsieur Boutros à son logement. D'après les premières constatations, l'homme aurait été enlevé. Je me levai. Enlevé? Holmes me tendit le billet. Le secrétaire s'est présenté peu après 8 heures à l'hôtel où Boutros avait pris chambre. On ne l'avait pas vu depuis la veille au soir. Une partie de ses objets demeurait dans la pièce, du linge, un manteau, quelques papiers sans importance. Son nécessaire personnel aurait disparu. Le lit était défait, les clés n'avaient pas été remises. Un fiacre avait peut-être été entendu au petit matin, sans que personne pût dire s'il concernait Boutros. Aucun message, aucune trace de lutte certaine. Cela ressemble bien à un enlèvement, dis-je. Holmes replia le billet. Cela ressemble surtout à un billet écrit par des hommes qui craignent un enlèvement. Mais vous venez de dire qu'il aurait été enlevé. J'ai répété l'information, Watson. Je ne l'ai pas encore adoptée. C'est une différence que les journaux oublient tous les matins avec une ponctualité admirable. Je relus le billet, agacé. Holmes, nous n'en sortirons jamais. Hier, 2 lettres vraies, 2 hommes sincères, et maintenant, l'un aurait été enlevé au moment précis où l'affaire se tend. Vous voyez, comme un fait incomplet, supplie l'esprit humain de le compléter. Et vous refusez? Je diffère. C'est moins héroïque, mais plus sûr. Il prit son chapeau. Venez, monsieur Harcourt doit déjà être en train de transformer cette hypothèse en certitude. Nous atteignîmes la City and Suburban Bank moins d'1 heure plus tard. Monsieur Harcourt nous reçut aussitôt. Il avait vieilli depuis la veille. Certaines nuits accomplissent sur un visage le travail que les années exécutent d'ordinaire avec plus de politesse. Monsieur Holmes, la situation s'aggrave. Monsieur Boutros a été enlevé. Holmes posa ses gants sur la table. A été enlevé? Harcourt hésita. Tout l'indique. Voilà qui est déjà moins définitif. Le directeur se crispa. Ses affaires sont restées dans sa chambre. Il devait se rendre ici ce matin. Il avait protesté hier contre tout délai, et maintenant il disparaît. Comment ne pas y voir une manœuvre? En commençant par ne pas vouloir y voir quelque chose trop vite. Vous ne pouvez traiter cette disparition comme un détail. Je ne la traite pas comme un détail. Je refuse seulement d'en faire une conclusion avant d'avoir vérifié ce qui la soutient. Je ne pus m'empêcher d'intervenir. Pourtant, Holmes, s'il a été enlevé, ça change tout. Précisément, Watson. C'est pourquoi il serait imprudent de décider trop vite qu'il l'a été. Harcourt se laissa tomber dans son fauteuil. Alors que proposez-vous?
D'abord, de parler 5 minutes avec Monsieur Ellis, seul, si vous le permettez. C'est lui qui a vu ce que nous ne faisions encore que nommer. Monsieur Ellis fut appelé. Holmes l'entraîna près de la fenêtre et lui posa plusieurs questions à voix basse. Je ne saisis que quelques mots. La clé, la malle, le nécessaire, le portefeuille, les bottines, le fiacre. Ellis répondit avec cette précision nerveuse des hommes qui craignent d'avoir manqué un détail capital. Au bout de quelques minutes, Holmes le remercia et revint vers nous. Monsieur Boutros n'a pas été enlevé, dit-il. Harcourt se redressa. Vous en êtes sûr, monsieur Holmes? Sans aucun doute. Le directeur pâlit. Alors, il a fui? Oui, et cette fuite ne complique pas l'affaire, elle l'éclaire. Je ne pus retenir un mouvement. Elle l'éclaire? Holmes se tourna vers moi. Monsieur Boutros n'était armé que pour une victoire rapide, Watson. Une lettre assez vraie pour troubler une banque, une urgence assez grave pour l'empêcher d'attendre. Une tenue assez correcte pour donner au mensonge l'apparence de la responsabilité. Dès qu'il comprit que la remise ne se ferait pas par simple pression, il lui resta moins à gagner qu'à perdre. Harcourt murmura. Sa liberté même. Précisément. Holmes posa la main sur les deux enveloppes. Son plan ne demandait pas seulement que la banque se trompât, il demandait qu'elle se trompât vite. Il marqua une pause. Mais avant de juger l'homme absent, M. Harcourt, jugeons les papiers qu'il a laissés derrière lui. C'est par eux qu'il est entré dans cette affaire, c'est par eux qu'il en sortira. Holmes demanda que les deux enveloppes fussent apportées. M. Ellis les posa sur la table avec la même précaution que la veille. Le directeur les regarda comme on regarde deux témoins qui auraient menti sans jamais prononcer un mot. Holmes prit la lettre de Boutros et la tint entre deux doigts. Monsieur Harcourt, oubliez cette banque, oubliez vos chambres fortes, oubliez même, pour un instant, que vous êtes directeur de la City and Suburban Bank. Harcourt fronça les sourcils. Supposez que vous dirigez un petit établissement scolaire copte, quelque part dans Londres, un lieu discret, connu d'une communauté restreinte, où l'on conserve quelques archives, quelques objets de dévotion, peut-être une cassette confiée par Alexandrie pour une cérémonie ou pour instruction ultérieure. Rien qui ressemble à une banque, rien qui sente le coffre ou la garantie financière. Il lui tendit le feuillet. Maintenant, lisez, non comme vous êtes, comme cet autre directeur. Harcourt hésita, puis obéit. Je le vis parcourir les lignes avec cette attention contractée des hommes qui sentent qu'on les mène vers un précipice, sans savoir encore de quel côté il s'ouvrira. Un changement passa sur son visage. D'abord une résistance, puis l'incrédulité, puis quelque chose de plus profond, qui ressemblait presque à de la honte. Dans ce cas, murmura-t-il, Holmes ne l'aida pas. Dans ce cas, reprit Harcourt, cette lettre pourrait s'appliquer à cette autre cassette, celle de cet autre établissement. Holmes reprit le feuillet et le posa sur la table. Voilà, le papier n'a pas changé, monsieur Harcourt. C'est la pièce autour de lui qui a changé. Le directeur resta silencieux. Depuis hier, cette lettre vous paraît parler de votre coffre parce qu'un homme l'a conduite jusqu'à votre bureau. Elle vous paraît viser votre dépôt parce que vous possédez en effet une cassette copte. Elle vous paraît urgente parce que les circonstances extérieures rendent toute hésitation dangereuse. Mais déplacée dans un autre établissement auprès d'un autre directeur devant une autre cassette, elle fonctionne encore? Il tapota doucement le feuillet. C'est cela qui le condamne. Harcourt releva la tête. Mais il est authentique. Très probablement. Alors, alors il n'était pas nécessaire de le falsifier. Il suffisait de l'emmener au mauvais endroit.
Cette phrase parut frapper le directeur plus durement que toutes les déductions de la veille. Holmes prit la seconde lettre. Celle de M. Hanna souffre aussi d'une certaine obscurité, mais elle contient des attaches plus fortes à votre dépôt. Les dates, les circonstances de conservation, les précautions demandées lors de l'ancien placement. Rien d'absolu, hélas, mais assez pour qu'elle résiste mieux au déplacement. Harcourt passa une main sur son front. Nous avons donc cru que la lettre de Boutros parlait de notre cassette parce qu'elle arrivait ici? Oui. Et parce qu'elle parlait d'une cassette? Oui. Et parce qu'elle portait une autorité réelle? Voilà le point dangereux. Une autorité réelle donne du poids même à une mauvaise application? Je regardai les deux lettres. Tout me parut soudain plus simple, et cette simplicité même avait quelque chose d'humiliant. Nous avions cherché une fausse cire, un faux sceau, une fausse main, un faux émissaire peut-être. Or le mensonge n'était pas dans le papier, il était dans son trajet. Holmes, dis-je, Boutros n'a donc pas fabriqué la preuve? Non, Watson, il a fabriqué la scène dans laquelle cette preuve deviendrait convaincante. Il se tourna vers Harcourt. Vous n'avez pas lu cette lettre seul, monsieur. Aucun de nous ne l'a fait. Vous l'avez lue dans ce bureau, avec vos registres derrière vous, votre coffre sous vos pieds, un dépôt exceptionnel dans votre mémoire, et un homme parfaitement préparé devant votre table. Harcourt baissa les yeux vers les enveloppes. Alors sa disparition, elle cesse d'être une énigme séparée. Holmes reprit sa canne. M. Boutros était armé pour une affaire rapide, une lettre authentique, mais insuffisamment attachée à son véritable objet, une banque paralysée par le respect d'un dépôt ancien, une crise assez grave pour rendre l'attente coupable, une apparence assez correcte pour faire passer la pression pour de la responsabilité. Il marqua une pause. Mais dès que l'affaire cessa d'être simple, il ne lui restait plus qu'à partir. Harcourt murmura. Sa liberté même était en jeu. Précisément, s'il avait insisté davantage, il eût fallu expliquer comment il s'était trouvé en possession d'une lettre valable ailleurs, pourquoi il l'avait apportée ici, et à quel objet elle était réellement destinée. Holmes posa un doigt sur le pli de Boutros. Son plan ne demandait pas seulement que la banque se trompât, il demandait qu'elle se trompât vite. Le silence qui suivit n'était plus celui de l'indécision, c'était celui d'une illusion qui venait de perdre son armature. Que dois-je faire demanda Harcourt. Rien de spectaculaire? Vous ne remettrez pas la cassette? Ni à M. Hanna, ni à M. Boutros s'il rapparaît, ni à un troisième porteur, qui aurait encore meilleure mine que les deux premiers. Sur quel fondement? Sur celui que votre maison n'aurait jamais dû quitter. Vous exigerez une désignation exacte, nom complet de la banque, date du dépôt, numéro de registre, conditions initiales de remise, identité du bénéficiaire, et confirmation directe par une voie indépendante. Tant que ces objets manqueront, la cassette restera où elle est. Harcourt respira lentement. Et si Alexandrie proteste? Vous répondrez que la City and Suburban Bank refuse de confondre un papier authentique avec un ordre applicable. Ce sera une phrase longue, mais les banques ont l'habitude d'en produire des plus ennuyeuses encore. Pour la première fois depuis notre arrivée, une ombre de soulagement passa sur le visage du directeur. Vous me rendez donc ma procédure. Exactement. Elle était ensevelie sous la peur de mal faire. Je n'ai fait que la dégager. À cet instant, M. Ellis frappa et annonça que M. Hanna demandait encore à être reçu. Harcourt tourna vers Holmes un regard interrogateur. Recevez-le, dit mon ami. Dites-lui que le dépôt ne sera remis à personne aujourd'hui. S'il sert véritablement le patriarcat, cette décision le contrariera. Elle ne devrait pas l'effrayer. Et s'il proteste? Il protestera. Les hommes sincères protestent presque autant que les imposteurs.
C'est ce qui les rend si peu commodes à distinguer. Nous quittâmes la banque quelques minutes plus tard. Dans la rue, la City avait repris son mouvement ordinaire. Rien ne disait qu'un coffre sous nos pieds venait d'échapper à une erreur dont la forme avait été presque honorable. Holmes marcha quelque temps sans parler. Puis il dit: Il n'y avait pas de patriarche, Watson. Il y avait un seul sceau, peut-être une seule main, et deux usages d'une même autorité. De lecture, dis-je. Oui, et une banque qui avait confondu l'authenticité d'un document avec son droit à commander la réalité. Il enfila ses gants. Erreur fort commune. Les hommes adorent croire qu'un papier devient clair parce qu'il arrive à un moment où ils ont peur. 15 jours plus tard, 2 télégrammes arrivèrent enfin d'Alexandrie, avec cette lenteur souveraine des vérités administratives qui se croient toujours attendues. Ils confirmèrent, point par point, ce que Holmes avait établi. La lettre remise par M. Hanna concernait bien le dépôt conservé par la City and Suburban Bank. Elle avait été envoyée dans l'intention expresse d'empêcher toute remise précipitée, jusqu'à réception d'une confirmation complète du patriarcat. Celle de M. Boutros, en revanche, était également authentique. Mais elle n'avait jamais visé la banque. Elle se rapportait à une petite cassette confiée quelques mois plus tôt à un lapidaire de Hatton Garden, chargé d'examiner et de restaurer les pierres anciennes d'une croix pectorale appartenant au patriarcat. Le mot était le même, l'autorité était réelle, le papier, le sceau, la main, tout avait résisté à l'examen. Seule la destination mentait. Ou plutôt, elle ne mentait pas. On l'avait fait mentir. Quant à M. Boutros, il ne reparut jamais devant M. Harcourt. Un avis transmis plus tard par un agent de Douvres laissa supposer qu'un homme répondant à son signalement avait gagné le continent sous un autre nom. Holmes accueillit cette nouvelle sans triomphe. Il a fui dès qu'il a compris que la lettre ne suffirait plus, dit-il simplement. La cassette demeura donc dans les coffres de la City and Suburban Bank jusqu'à ce que l'ordre régulier, complet et indiscutable arrivât enfin d'Alexandrie. M. Harcourt, qui avait retrouvé toute la froideur salutaire de sa fonction, refusa ensuite de prononcer le moindre regret sur le délai. Une banque, Holmes, n'est pas faite pour comprendre les tragédies, lui dis-je un soir. Non, Watson, elle est faite pour ne pas ouvrir les coffres trop tôt. C'est déjà beaucoup. Je ne sus jamais si M. Boutros avait été l'instrument conscient d'une intrigue plus vaste, ou seulement un homme assez habile pour utiliser, à son profit, une confusion née ailleurs. Holmes lui-même demeura réservé sur ce point. Il répétait seulement que l'homme avait possédé une qualité rare et dangereuse. Il savait faire travailler la vérité pour lui. Ainsi se termina l'affaire des 2 patriarches coptes. Il n'y avait pas 2 patriarches, il y avait un seul sceau, 2 lettres véritables et 2 scènes capables de leur donner des sens contraires. Et comme souvent avec Holmes, la solution ne consistait pas à découvrir un faux, elle consistait à retirer autour du vrai tout ce qui l'obligeait à mentir. Holmes ne nous avait pas seulement appris à relire une lettre, il nous avait appris à nous méfier du monde que nous plaçons autour d'elle. Le premier volume des Affaires inédites de Sherlock Holmes est désormais disponible en version livre. Cette édition réunit plusieurs enquêtes issues des récits oubliés de Watson, retravaillées pour la lecture et enrichies de vignettes, comme autant de pièces retrouvées dans les archives du Dr Watson. Pour celles et ceux qui souhaitent conserver ces affaires sous une forme plus durable, le lien se trouve dans la description ou sur le premier commentaire.